Alors bonjour à tous, on se retrouve dans l'endroit où je tourne les Reels. Donc c'est un nouvel endroit. Je vais pas encore vous en parler, mais quand je vais vous en parler, vous allez kiffer. Parce que juste à côté là. Tac. Tu vois là mon gars, il va se passer des dingueries. Tac. Mais je vous en parle plus tard. Aujourd'hui, je vous ai demandé sur Instagram, je vous avais proposé de me poser quelques questions. Donc, alors, je crois que c'était en décembre, je vous avais proposé de poser quelques questions, c'était un peu pour fêter les 3000 abonnés. Mais je sais pas ce qui s'est passé, on est passé de 3000 à 7000. Donc on va comprendre, donc du coup ce sera pas les 3000, ce sera les 7000 abonnés. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première question, peux-tu nous présenter un ouvrage dont tu es le plus fier? Donc un des ouvrages dont je suis le plus fier, je vais essayer d'aller vous le filmer. On est à La Rochelle, c'est sur la cathédrale de La Rochelle, donc celle qui est sur la place de Verdun. Place de Verdun où il y avait un superbe château que je n'ai pas connu parce qu'il a été détruit pendant les guerres de religion. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on voit justement, quand on est sur l'échafaudage de la cathédrale, on pouvait voir encore, ils avaient refait quand ils ont fait la place, en fait, ils ont refait en relief un peu les contours de l'ancien château. Et l'ouvrage dont je suis le plus fier, c'était mon ouvrage de quand j'étais en CAP taille de pierre à l'époque, ça devait faire 10 ans maintenant. C'était comment est-ce qu'on pourrait dire? C'était l'assise d'un fronton. Je vais vous montrer la photo pour comprendre, parce que c'est une cathédrale, mais en même temps c'est un fronton un peu grec. Enfin vous voyez, un peu d'inspiration néoclassique comme ça là. Et je vais vous montrer les photos, c'est vraiment l'ouvrage dont je suis le plus fier. Alors pourquoi? C'est parce que quand je suis arrivé sur la pierre était déjà posée, donc il fallait pas que je me plante, parce que c'était vraiment un truc qui faisait la taille d'un piano, toi. Et j'avais un peu les boules de me lancer dans un ouvrage qui était déjà posé, enfin dans une pierre qui était déjà posée, et en plus avec la possibilité de me planter, quoi. Donc j'avais un peu les jetons, mais pourtant j'ai réussi à m'en sortir, parce qu'en fait c'était que des moulures assez simples qu'on voit en CAP. Mais c'était une succession de moulures assez chiadées quand même. Mais en fait, c'était surtout le fait d'avoir réussi à vaincre ma peur en fait d'échouer sur une pierre qui était déjà posée. Voilà. Peux-tu nous présenter quelques outils emblématiques que tu adores utiliser? Je vais vous montrer. C'est une nouvelle acquisition. On va le voir un petit peu à la lumière. Donc c'est un petit pic de carrier avec une superbe, forcément je suis éclairé comme un teubé. Bon, il y a un super beau, je vous montrerai en post-prod, avec un super beau poinçon de qualité. Donc voilà, ça c'est vraiment l'outil que j'adore utiliser en ce moment. Donc en fait il y a le côté pic pour dégrossir et un côté un peu taillant. C'est un peu comme un marteau taillant, hein. C'est un peu le même délire. Hein. Sauf que ça permet d'enlever du gras. Donc c'est un peu comme de l'écaillissage à la hache. Hein. On est un peu sur le même principe, sauf que là c'est pour la pierre. On va venir dégrossir, enlever beaucoup de matière, et parfois on peut même faire des moulures avec ça. Hein. On peut faire des trucs assez propres. On voit d'ailleurs des iconographies médiévales où ils travaillent que en percussion lancée, comme dirait Frédéric Eppo, il me semble. Non, donc en fait il y a deux types de percussion, il y a deux types de travail, il y a soit la percussion frappée, soit la percussion lancée, quoi. Et c'est vrai qu'en travaillant comme ça, on peut enlever beaucoup de matière et en même temps faire des choses assez précises. Donc d'où te vient ton intérêt pour la découverte et la mise en exergue de lieux incroyables? Alors ça c'est une bonne question, j'avoue que je me demande si je suis pas né avec. Parce que j'ai toujours adoré découvrir des lieux, explorer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les lieux que je découvre et que j'aime bien vous faire découvrir, eh bien c'est qu'en fait ce sont des réservoirs de connaissances. Et à un certain niveau, c'est aussi des réservoirs de technique. C'est-à-dire que, il n'y a pas longtemps, j'étais à Chassenon, du côté pas très loin de Limoges, Rochechouart. Et c'est vrai que ce sont des termes antiques, mais qui réservent un nombre infini de connaissances, quoi. Mais c'est assez intéressant de voir comment ils ont adapté leur technique. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Basse, pareil, je suis allé voir les termes. Et c'est toujours super intéressant de voir comment ils s'adaptent au lieu, comment ils s'adaptent leurs termes à l'endroit, et comment ils arrivent au final se démerder de situations qui peuvent être un peu compliquées. Et en fait c'est surtout ça qui me nourrit, et en même temps j'aime bien le côté un peu aventure, le côté découverte, exploration. Ça j'avoue, ça a toujours été une grande passion. Alors connais-tu les symboles alchimiques présents dans les bâtiments anciens et cathédrales? Alors non seulement je les connais, mais en plus je les ai étudiés.
Ça, c'est vrai que l'alchimie dans les bâtiments, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je pense qu'on a tous vu le voyage alchimique de Patrick Buensenas, et notamment ses bouquins, la description du... En fait, je suis un peu rentré dans le métier de taille de pierre par Fulcanelli, pour être très honnête. C'était dans le ministère des cathédrales, j'étais très branché sur ce rapport qu'il y avait entre la transmission de la connaissance alchimique et les tailleurs de pierre. Je trouvais ça assez passionnant de voir à quel moment il y avait eu un lien très fort, parce qu'au final, on peut se rendre compte que certaines personnes ont connu des secrets, ou en tout cas avaient des secrets à transmettre, et ils ont dû se mettre en lien avec des gens qui avaient la technique pour sculpter ou pour édifier des bâtiments qui permettaient de transmettre quelque chose. Et en fait, on voit un glissement, évidemment, c'est qu'à force de donner des secrets, ces mêmes personnes, donc ces mêmes sculpteurs et tailleurs de pierre, sont devenus au final dépositaires de ce secret, ou dépositaires de cette connaissance. Et c'est assez intéressant de voir que, on va le retrouver dans les cathédrales, certes, on va le retrouver dans les églises romanes, mais on va le retrouver aussi dans des petites maisons du 15e qui n'ont pas forcément vocation à être religieux. Ça peut être juste des bâtiments, des logis pour un seigneur ou pour sa cour. Et on va retrouver aussi, je pense par exemple à Dampierre-sur-Boutonne, qui n'est pas forcément un château qui a vocation à être vu par tout le monde, alors que la cathédrale de Notre-Dame de Paris, où il y a vraiment une expression du grand œuvre sur la porte principale, sur le porche principal, on a pas mal de clés. Je pense au lion vert et comment on l'obtient avec les différents acides. Il y a vraiment ça. Mais autour de chez moi, là, du côté de La Rochelle, on a deux demeures assez intéressantes. On va retrouver Dampierre-sur-Boutonne avec ses caissons dits alchimiques. Pourquoi je dis dits alchimiques? C'est parce qu'ils sont quand même assez hermétiques. Et je me demande s'ils ont tous vocation à être bien compris, parce qu'il leur manque quand même, me semble-t-il, la couleur. Chose qu'il y avait chose qu'on peut retrouver en fait sur les portails des cathédrales, parce qu'on va retrouver des motifs similaires entre les sculptures et les vitraux, ce qui permet d'avoir une connaissance, ce qui permet d'avoir une meilleure compréhension de la couleur et de sa symbolique, et notamment de quelle symbolique on veut donner à la sculpture. Et on va retrouver aussi ça au château de Crasane. Alors là, c'est assez fascinant, parce qu'en fait, le portail, c'est le combat de nature. On a deux. Donc le combat de nature, ça peut être le combat aussi de deux. Comment expliquer ça? Le combat de nature, ça peut être le combat de deux agents ou de deux acides dans une préparation. Ça, c'est un point. Mais c'est vrai que la dimension alchimique dans les bâtiments, c'est aussi une grille de lecture, on va pas se mentir. Notamment certains vitraux, qui sont pas des vitraux, qui sont des vitraux métalliques, qui ne sont pas des vitraux issus de verre, quoi. Ça, c'est assez intéressant. Est-ce que ton travail de tailleur de pierre consiste plus à restaurer ou à créer aujourd'hui? Alors ça, c'était une grande question. Pourquoi c'était une grande question? Parce que quand je faisais de la restauration du patrimoine, en fait, je faisais que de la restauration. Et au final, on est un peu des imprimantes 3D à pierre, quoi. Donc certes, on est dans des beaux monuments, c'est super intéressant, mais au final, on fait que restaurer. Il n'y a plus de... Enfin, en tout cas pour moi, il n'y avait pas de création. Alors, je crois que le truc le plus frustrant, c'est d'avoir côtoyé des ouvriers de fous furieux. Franchement, ces mecs-là, tu les remets sur une cathédrale, dedans le nez, quoi. Et on les cantonnait au final à juste restaurer. Et moi, ce qui me manquait, c'était vraiment de recréer des lieux. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus travaillé, en fait, hein, quand je faisais de la restauration, même si j'adore. C'est toujours passionnant de travailler dans des monuments comme ça. Mais au final, ce qui me manquait, c'était quand même cette dimension création, parce qu'au fond de moi, j'avais quand même envie de créer des lieux aussi beaux que les lieux que je restaurais, si vous voulez. Ça, c'était un peu le côté un peu compliqué. Mais maintenant, il y a un peu de restauration, il y a un peu de neuf, et de plus en plus, j'ai envie de me concentrer sur un type particulier d'ouvrage qui va s'apparenter en fait à la restauration de lavoirs, de fontaines, de puits. Ça, c'est vraiment les trucs qui me bottent, parce que ça me permet aussi de pouvoir utiliser mes petites compétences en charpente
pour restaurer du petit patrimoine et mes compétences en taille de pierre et mes connaissances que je commence à acquérir maintenant sur tout ce qu'on va appeler maçonnerie et taille de pierre en milieu aquatique, entre parenthèses, parce que c'est aussi un autre monde. Dont un autre monde que j'aimerais explorer à fond, c'est les fontaines. Ça, je trouve ça dingue, c'est un truc qui me fascine. Alors cette histoire de fontaine, ça m'est venu, on refaisait c'était quoi? C'était un ponton, c'était une passerelle qui allait sur le port des Minimes. En fait, il fallait juste faire une gouttière au-dessous, en pierre, hein, une gouttière en pierre sous cet édifice. Donc c'était juste creusé bien propre pour faire couler l'eau. Et je sais pas, le fait de faire cette petite gouttière et voir l'eau couler sur la pierre, je trouve ça sublime. Et depuis, j'ai vraiment de plus en plus envie de me focus un peu sur cette dimension de l'eau et de la pierre. Dirais-tu que le travail de ton art est une porte d'entrée vers la vie sereine, voire la sagesse? En fait, il y a deux dimensions. Soit il y a les dimensions techniques, et on devient un très bon technicien. Après, la dimension art, ça c'est la voie juste après, c'est quand on arrive à transcender la technique. Ça, c'est une autre paire de manches, parce que moi, dans mon parcours, ça a surtout été en charpente. À mesure que j'améliorais ma technique, ma dimension créative se diminuait. C'était un genre de vase communicant. Et au final, j'en suis arrivé à un moment donné où j'étais pas trop mauvais en technique, mais en créativité, c'était complètement parti. Alors que maintenant, j'essaie un peu plus de... Alors, il y a aussi la dimension de trouver sa matière, on va pas se mentir, parce que moi je me limite au bois et à la pierre, même si j'adore les deux matériaux. Là j'aimerais bien me mettre un petit peu à la forge et tout ça, mais si je commence à mettre les pieds là-dedans, je vais pas m'en sortir, quoi. Donc moi ça va plus, j'ai plus essayé de me centrer sur la pierre, et vraiment cette dimension... il y a quand même une dimension, quand on travaille sans les machines. Moi en charpente, je travaille beaucoup avec des machines parce que justement je suis un peu coupé. Je suis un peu coupé de la matière, justement parce que j'ai beaucoup bossé dans des boîtes où il fallait envoyer du steak. Alors que la pierre, j'essaie un peu plus de revenir sur un travail à la main. Quand il n'y a pas les machines, on se sent vachement plus connecté aux matériaux. J'essaie de retrouver un espèce d'esprit un peu. J'aime bien cet esprit un peu l'esprit des bâtisseurs pas forcément de cathédrale, mais plus l'esprit des bâtisseurs d'église romane. La petite église romane de la campagne avec ses sculptures un peu... c'est à la fois burlesque et profond. Il y a un côté campagnard, c'est vraiment pour moi, l'esprit de Vincenot, il est vraiment là-dedans, quoi. Je ne sais pas si vous avez lu le Pape des Escargots, les étoiles de Compostelle. Il y a un peu tout ça qui me parle beaucoup en ce moment. Et c'est un peu ce que j'essaie de retrouver dans la dimension de taille de pierre. Donc il y a à la fois la géométrie, comme on peut le voir, à la fois la pierre. Mais en fait, il y a un documentaire qui était passé sur Badlis, je me souviens, de Jean-Pierre Chevènement. Putain, lui, j'aurais rêvé de le rencontrer. J'aurais rêvé de vous faire une rencontre, une vidéo, là, comme on fait un petit peu de temps en temps, là. Parce que cette vidéo, ça m'avait vraiment marqué. La manière dont il parlait, dont il vivait le métier, c'était vraiment une voix de maître, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc, de plus en plus, où j'ai envie de me rapprocher de ça, quoi. De cette dimension mais moi, mon problème, c'est que comme je suis un peu éparpillé, un peu... Tout ça, de plus en plus, c'est vraiment de me recentrer sur cette dimension de la voix d'un maître, tu vois. C'est un peu un art martial, ou c'est un art... c'est un peu... je sais pas comment expliquer ça, mais je vois vraiment ça comme une voix de... Ouais, c'est une voix de sagesse. Mais il faut aussi consacrer pleinement chaque jour. Et ça, c'est vrai que avec nos vies modernes, là, pour retrouver un peu cette dimension, c'est pas sacerdotale, mais un peu sacrée, dans la dimension de construire et de bâtir, il faut prendre le temps. Ça, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, parce que moi, j'ai un peu oscillé entre le fait d'envoyer du steak, de retrouver le fait de prendre du plaisir à travailler, et je suis un peu entre les deux. Même si, au fond de moi, j'ai envie de retrouver cette dimension de voix et de travail de la pierre avec l'amour et tout ça. Ça, c'est vraiment un truc dont j'essaie de plus en plus de revenir. Voilà. Donc, quel est ton avis sur le choix de la réfection de la charpente de la flèche de Notre-Dame de Paris?
bonne question. Le problème de ces grands chantiers là, c'est que c'est quand même la porte ouverte aux requins, quoi. Et alors, super boulot, des grandes boîtes embossées, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, je suis un peu circonspect. J'ai du mal à me hyper. Déjà comment ça s'appelle, l'incendie m'avait vraiment choqué. Mais je sais pas, je suis partagé par rapport à ce chantier. J'ai pas trop. Après, j'y étais pas, mais je sais pas, j'arrive pas à retrouver l'esprit de. J'arrive pas à retrouver l'esprit de ceux qui l'ont fait en fait. Même si beaucoup de respect pour ceux qui ont travaillé, mais je pense que quand tu travailles dans une dimension de rentabilité et de. Je pense qu'on a perdu. Alors même, attention, je critique pas le boulot qui a été fait, hein, qu'on soit clair. Boulot incroyable les mecs, en termes de. Même en termes de coffrage et tout, enfin, respect, il n'y a pas de souci, je respecte. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu l'esprit. Ça n'engage que moi, voilà, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'on a perdu l'esprit à cause de cette dimension de rentabilité et de tenir des délais là, pour reconstruire ça. Je comprends qu'il y a des enjeux économiques, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même Notre-Dame, tu vois. C'est pas un stade de foot, quoi. C'est pas un stade. C'est pas un stade couvert avec la mêlée collée d'un mètre de retombée, quoi. Donc je sais pas. Au fond de moi, je trouve le chantier magnifique. Il n'y a pas de souci, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on a perdu un truc. J'ai l'impression qu'on a perdu une manière de faire. Voilà. Si vous voulez vraiment mon avis honnête, beaucoup de respect pour le travail qui a été fait. Il n'y a pas de souci. De toute façon, voilà. Ça a été fait, ça tient, quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu un esprit et que cette dimension de rentabilité là, ça a caché un truc. Est-ce que j'oublie rien? Est-ce que j'ai pris des captures d'écran? Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer ce métier, d'art, ce métier? Ouais. Et ben, je vais vous faire la liste. Au début, j'ai commencé, donc j'ai fait des études. Ingénieur biophysique, et puis après je suis allé j'avais un petit peu marre de tout ça, je suis parti en histoire de l'art et archéo. Donc je faisais en fait depuis que j'étais dans mon parcours depuis La Rochelle, j'ai toujours fait des chantiers archéo. Je trouvais l'architecture assez passionnante, surtout l'architecture ancienne, et je trouvais assez intéressant d'aller fouiller justement. En fait, tous les étés, je faisais des chantiers archéo à Barzan, en Bretagne, à Eu, superbe ville. Superbe temple, Briga, c'est vers le Tréport. D'ailleurs les Zambiani, il faut qu'on se fasse une vidéo ensemble bientôt. Donc c'est dans ce coin-là, j'ai fait quoi d'autre? J'ai fait Soudaine, j'ai fait pas mal de fouilles depuis aussi. Plus d'autres chantiers, je me souviens plus trop les noms. C'était où? Ouais, un petit peu partout. Et en fait, à force de fouiller, putain, il y a un chat qui se bat. En fait, à force de fouiller, de remonter des pierres, parce qu'en fait, l'archéologie, c'est très destructif. Je sais plus, je crois que c'était Lucie Charpentier, qui nous disait que c'était la vidéo qu'on avait faite sur les termes des Bouchots. L'archéologie, c'est un petit peu comme une page qu'on tournait, enfin, comme un livre dont on brûlait les pages à chaque fois. Et c'est vrai qu'elle a raison. Et moi, le problème, c'est que cette dimension de destruction pour la connaissance, ou en tout cas pour le savoir, au bout d'un moment, ça travaille. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses, c'est assez passionnant, mais dès qu'on fouille, on détruit un peu, même si c'est pas toujours le cas, mais il y a quand même un petit peu cette dimension-là. Et j'avais éprouvé le souhait j'avais exprimé le souhait plutôt justement de commencer à restaurer ces lieux. Et en fait, je crois que ce qui m'avait convaincu, c'était à Soudaine, la Vinadière. C'était mon première fouille de puits. Puis j'étais au fond du puits, puis on avait remonté, j'avais accroché une pierre, puis mon collègue l'avait remontée. Moi j'étais en bas, puis lui il était en train de nettoyer là-haut, puis il s'était exprimé comme quoi il y avait des graffitis. Enfin, je ne croyais pas trop, mais. Et en remontant, je vois les graffitis sur cette pierre. C'était des graffitis templiers, C'était des graffitis en tout cas de pèlerins qui allaient en Terre Sainte et qui avaient gravé des croix. Des croix un peu style croix de Malte. Tu vois. Et j'avoue que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a. Je sais pas, c'est un truc qui m'a. Je sais pas comment dire. 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 Je sais pas comment dire
Donc cette pierre, c'était un sommier de porte, et c'est là où je me suis dit, putain, mais bon, c'est sympa de remonter des pierres, mais j'ai envie de restaurer, quoi. J'ai envie de travailler, quoi. J'ai envie de restaurer des lieux comme ça. Et c'est là où après je suis parti en CAP. Mais ce qui m'a toujours parlé au final, ça a toujours été l'architecture, quoi. L'architecture et plus particulièrement les lieux sacrés. Pour être très honnête, c'est vraiment cette dimension qui me parle le plus. Alors après, quand je parle de lieux sacrés, pas forcément les cathédrales, même pas du tout. Je suis plus le petit temple dans le bois sacré, le petit némétone dans la forêt, la petite église romane, ça me va très très bien. C'est vraiment ce que je fais. Si je pouvais faire que ça, que construire des églises, enfin que construire des lieux sacrés, moi ça irait très bien. Mais pour moi, un lieu sacré, c'est pas forcément une église. Hein. Ça peut être aussi juste une petite, ça peut être aussi un lavoir, ça peut être aussi une petite fontaine, style les petites fontaines bretonnes. Pour moi, ça aussi, ça fait complètement partie du registre du sacré, surtout quand il y a une source, quoi. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, juste à côté là. Donc il y aura... J'ai bien envie de tester de plus en plus des vidéos de test. Donc en fait, on va tester des trucs qui n'ont pas forcément déjà été faits, ça peut être sympa. En fait, tout cool. Donc donnez-moi un peu vos avis en commentaire, que je vois un petit peu ce que vous avez à dire, si ça vous intéresse. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas. On va continuer les Reels juste à côté là. Et je vous prépare aussi pour 2024 un truc un peu cool, une boîte à outils, mais je vous en dirai plus. Une boîte à outils que j'aurais personnellement adoré avoir en géométrie. Mais ça c'est en cours de production, parce que là on est dans un nouveau lieu dont je vous parlerai, c'est en cours. Je vais pas trop vous teaser, mais ça va être sympa. Allez, à bientôt.